Le samedi 10 mai 2026, Vladimir Poutine a fait une déclaration aux journalistes qui, depuis, occupent toute l'analyse médiatique russe. Il a dit ceci: « Je pense que l'affaire arrive à sa fin, mais c'est une affaire sérieuse. » Voilà toute la confession. Pas une déclaration de victoire, pas l'annonce d'un cessez-le-feu, pas une proposition de traité de paix, simplement l'affaire arrive à sa fin. Prenez un instant pour mesurer ça. Le journal gouvernemental russe Rossiyskaya Gazeta a immédiatement commencé ce qu'on ne peut décrire que comme de la divination. Il essayait de décoder ce que Poutine voulait vraiment dire. The Moscow Times a publié le titre « Le signal mystérieux de Poutine ». Des stations de radio partout en Russie ont passé des heures à se demander est-il sérieux, bluffe-t-il, prépare-t-il la population à quelque chose ? Le fait que les propres médias d'État russes n'aient pas réussi à interpréter la déclaration de leurs dirigeants révèle quelque chose de crucial. Poutine ne s'adresse pas à l'Occident en ce moment, il gère une crise intérieure que le défilé du jour de la victoire devait supposément résoudre, mais n'a pas résolu. Selon Paul Golby, un analyste politique américain cité par le Kiev Post, Poutine utilise ce langage comme un instrument tactique pour calmer les Russes. Cela survient après qu'un défilé du jour de la victoire réduit à Moscou a semé la confusion dans le public, mais voici l'élément critique. Golby affirme que le chef du Kremlin utilise ce langage comme une tactique pour gagner plus de temps et brouiller l'opinion publique. Le but n'est pas de préparer les Russes à la paix. Le but est de les rassurer, de leur faire croire que la situation est sous contrôle, que tout se déroule selon le plan. C'est pas le comportement d'un régime qui croit être en train de gagner. Il y a 4 ans, Vladimir Poutine a offert à l'élite d'affaires de Moscou ce qu'on pourrait appeler un pacte faustien. L'accord était simple. Soutenez ma guerre en Ukraine. En échange, vous n'avez pas à y penser, vous n'avez pas à participer à la vie politique, vous n'avez pas à remettre la stratégie en question. Vous restez en dehors de la politique et je reste en dehors de vos affaires. C'était le pacte fondateur qui maintenait l'élite russe soudée pendant que la guerre s'enlisait. Mais au cours de la dernière semaine, cet accord s'est brisé. Et lorsqu'il s'est brisé, il a exposé la véritable architecture du pouvoir russe. Elle ne tient pas par l'idéologie ou le patriotisme. Elle tient par une transaction. Et les transactions peuvent être renégociées. Le 9 mai 2026, seulement un jour après le défilé du jour de la victoire qui devait démontrer la force et l'unité de la Russie, Yuri Kostyrenko a été arrêté. Kostyrenko n'est pas une figure secondaire. C'est un développeur russe de drones très en vue. Il était le visage public du programme russe d'innovation en matière de drones, l'avantage technologique que la Russie prétend conserver face aux forces ukrainiennes. Il a été arrêté pour fraude et détournement de fonds. Mais la vraie histoire, c'est ce qu'il faisait réellement. Selon des informations provenant de plusieurs sources russes, l'entreprise de Kostyrenko était connue pour une pratique extraordinairement simple. Elle prenait des produits chinois, les réétiquetait avec des noms d'entreprises russes, puis les vendait comme de la technologie militaire russe indigène. L'entreprise ne fabriquait pas de drones, elle les importait de Chine, changeait les étiquettes, puis les présentait au ministère russe de la Défense comme une innovation nationale. En clair, voici ce que ça veut dire. Le programme russe de drones, celui qui a été présenté au public russe comme une preuve de supériorité technologique, comme la preuve que la Russie peut rivaliser avec l'Occident, comme une justification à la poursuite de la guerre, est en partie une fraude. C'est de la fabrication chinoise avec des étiquettes russes. Et l'homme qui dirigeait cette opération n'a pas été arrêté par l'OTAN, ni par l'Ukraine, ni par les services de renseignement occidentaux. Il a été arrêté par le gouvernement russe lui-même, un jour après, un défilé censé démontrer la force nationale. C'est pas une déduction, c'est une confession. L'arrestation de Kostyrenko est l'aveu du Kremlin qu'il ne peut plus contrôler le récit. Il ne peut plus cacher les fractures. L'accord avec les oligarques est brisé parce que les oligarques voient maintenant l'état réel de la production militaire russe. Ils voient que l'avantage technologique promis par Poutine n'existe pas. Ils voient que la guerre ne progresse pas comme on le dit et ils commencent à poser des questions. Mais c'est ici que l'analyse devient plus complexe parce qu'au moment exact où Poutine tente de gérer une crise intérieure en Russie, l'Ukraine traverse sa propre fracture interne. Et cette fracture risque de miner le soutien occidental à Kiev à un moment critique. Le 11 mai 2026,
Le Bureau national d'enquête ukrainien et le Bureau du procureur spécialisé anticorruption ont annoncé avoir exposé un groupe organisé impliqué dans le blanchiment illégal de 460 millions de hryvnias, soit environ 10 millions de dollars américains, à travers des projets de construction de luxe près de Kiev. L'un des participants au stratagème était Andriy Yermak, l'ancien chef de cabinet du président Volodymyr Zelensky. Yermak n'est pas un fonctionnaire secondaire. Il était considéré comme l'une des figures puissantes du gouvernement ukrainien. Il avait un accès direct au président. Il influençait les décisions politiques. Il servait d'interface entre Zelensky et l'appareil de sécurité. Selon Radio Free Europe, le bureau du procureur anticorruption a demandé que Yermak soit détenu ou qu'il verse une caution de 180 millions de hryvnias, soit 1 million de dollars américains. L'enquête, surnommée Opération Medusa, porte sur Timur Misnik, copropriétaire de Kavartal 95, la troupe de comédie où Zelensky s'est fait connaître avant d'entrer en politique. Misnik aurait fui le pays après avoir été identifié comme suspect. On ignore où il se trouve. L'ancien ministre de l'énergie Herman Alushenko a été accusé de blanchiment d'argent en février. Il a été détenu, il a été forcé de démissionner de son poste de ministre de la Justice en novembre. Voici maintenant le point analytique crucial. Zelensky lui-même n'a pas été directement impliqué dans cette enquête. Les preuves ne suggèrent pas que le président ait personnellement participé au stratagème de blanchiment d'argent. Mais cette distinction est presque sans importance sur le plan stratégique. Ce scandale fournit à la Russie exactement l'outil narratif dont elle a besoin, exactement au moment où elle en a besoin. Les médias d'État russes vont maintenant répéter chaque jour que le gouvernement ukrainien est corrompu, que Zelensky s'entoure de voleurs, que l'argent envoyé par l'Occident à l'Ukraine est volé par des oligarques et des responsables gouvernementaux, que l'Ukraine ne mérite pas d'être soutenue parce que ses dirigeants sont fondamentalement malhonnêtes. On voit déjà ce récit émerger sur les réseaux sociaux russes. Il est amplifié par des opérations d'influence coordonnées et il sera transformé en arme dans le discours politique occidental. Lorsque des conservateurs américains demanderont pourquoi les États-Unis devraient continuer à soutenir l'Ukraine, les propagandistes russes pointeront le scandale Yermak. Et ils diront, voyez, ils sont tous corrompus. Lorsque les gouvernements européens débattront de la poursuite de l'aide militaire, ils feront face à une pression politique intérieure alimentée par des opérations d'information russes exploitant cette corruption réelle. C'est pas de la propagande russe qui fabrique un scandale. C'est de la propagande russe qui transforme en arme un scandale réel exposé par les propres institutions anticorruption de l'Ukraine. Et c'est beaucoup plus dangereux que de la simple désinformation. Mais la vraie pression sur Poutine ne vient pas seulement des revers militaires. Elle vient de l'effondrement économique et les chiffres racontent une histoire que Poutine ne pourra pas cacher encore longtemps. Selon plusieurs sources qui suivent les dépenses militaires russes, la Russie consacre maintenant entre 6 et 8% de son PIB aux opérations militaires en Ukraine. C'est insoutenable pour une économie de la taille de celle de la Russie. À titre de comparaison, les États-Unis consacrent environ 3-5% de leur PIB à la défense pour l'ensemble de leurs opérations mondiales. La Russie dépense maintenant près du double de ce pourcentage pour un seul conflit régional. Le budget de l'État russe subit une pression extraordinaire. Les réserves de change s'épuisent. Le rouble a perdu de la valeur face aux devises fortes. Et surtout, l'élite d'affaires russe commence à calculer les coûts réels de la poursuite de la guerre. L'arrestation de Yuri Kostyrenko ne concerne pas seulement une fraude aux drones. Elle concerne le fait que les oligarques russes rompent maintenant ouvertement l'accord avec Poutine parce que cet accord n'a plus de sens économique. Si vous êtes un homme d'affaires russe, le calcul est maintenant simple. Continuer à soutenir la guerre de Poutine et faire face à de possibles sanctions, gel d'actifs et isolement international, ou rompre avec Poutine et risquer une arrestation intérieure sur des accusations fabriquées. Il n'y a aucune position gagnante. Les deux chemins mènent à une perte. Et c'est précisément le moment où les élites commencent à retirer leur soutien. Le scandale de corruption ukrainien, en revanche, ne concerne pas l'effondrement économique, il concerne la distribution des ressources dans un système qui fonctionne encore. L'économie ukrainienne est sous pression, mais elle ne connaît pas le genre de rupture structurelle que la Russie affronte.
La différence est cruciale. Le problème de la Russie est systémique. Le problème de l'Ukraine est criminel. L'un peut être corrigé en retirant des individus. L'autre exige de restructurer l'État entier. Maintenant parlons de l'Europe parce que la plupart des couvertures occidentales lui ont accordé une seule phrase, alors qu'elle mérite beaucoup plus que cela. Le 8 mai 2026, le géant allemand de la défense Rheinmetall a annoncé son entrée sur le marché des missiles de croisière en partenariat avec l'entreprise aérospatiale Destinus. Cette annonce est survenue directement après des informations selon lesquelles les États-Unis avaient annulé leur plan de déployer des missiles à longue portée en Allemagne. En clair, voici ce que ça veut dire. L'Europe se prépare à se découpler des garanties militaires américaines. Elle le fait parce qu'elle ne croit plus que les États-Unis maintiendront leur engagement envers la sécurité européenne. Ce n'est pas un développement technique mineur. C'est un réalignement stratégique. Pendant 75 ans, la sécurité européenne a été garantie par la présence militaire américaine et les armes nucléaires américaines. Cette garantie est maintenant remise en question et l'Europe répond en construisant sa propre capacité militaro-industrielle. Le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, l'a dit directement, l'Ukraine est celle qui donne des garanties de sécurité, en ce moment même en Europe, et nous avons toujours soutenu l'Ukraine en tant que membre de l'Union européenne et en tant que membre de l'OTAN. Il n'y a aucun doute là-dessus. Autrement dit, la résistance de l'Ukraine est maintenant le principal garant de la sécurité européenne. Si l'Ukraine tombe, toute l'architecture de sécurité européenne s'effondre. Si les États-Unis retirent leur soutien à l'Ukraine, l'Europe doit être prête à la soutenir seule. Cela force l'Europe à faire des investissements qu'elle ne ferait pas autrement. L'Allemagne développe des missiles de croisière. D'autres pays européens augmentent leur production militaire. La République tchèque, malgré les sympathies politiques du Premier ministre Andrej Babiš envers la Russie, a continué de financer l'initiative européenne d'artillerie qui a livré 4 millions d'obus à l'Ukraine depuis 2024. La moitié des munitions d'artillerie de l'Ukraine est venue de ce seul programme. La contribution de l'État tchèque en 2024 était de 145 millions d'euros. La contribution de l'État tchèque en 2026 est de 0. Mais d'autres pays sont intervenus pour poursuivre le programme. C'est le coup caché de la guerre de Poutine. Elle ne détruit pas seulement l'Ukraine, elle force l'Europe à se réarmer. Elle brise l'architecture de sécurité de l'après-guerre froide qui permettait à l'Europe de demeurer militairement dépendante des États-Unis. Et une fois cette architecture brisée, elle ne se reconstruit pas sous la même forme. Voici donc le choix auquel Poutine est réellement confronté, et c'est pas un choix entre la guerre et la paix, c'est un choix entre deux formes d'effondrement. Option A, Poutine poursuit la guerre en Ukraine avec la même intensité et le même engagement de ressources. S'il le fait, l'économie russe continuera de se détériorer. Le rouble continuera de s'affaiblir. La fuite des capitaux s'accélérera. L'élite d'affaires continuera de retirer son soutien. D'ici 18 à 24 mois, la Russie fera face à une crise monétaire qui rendra l'effondrement du rouble de 1998 presque gérable en comparaison. L'armée commencera à faire face à des pénuries d'approvisionnement, le moral se détériorera davantage et Poutine fera face à un véritable défi interne à son autorité, non pas venu de l'Occident, mais de son propre système. Option B. Poutine signale une volonté de négocier, comme il vient de le faire. S'il le fait, il gagne du temps sur le plan intérieur. Il rassure les oligarques en leur montrant qu'il existe une porte de sortie. Il suggère au public russe que la guerre n'est pas infinie, il crée un espace politique pour réduire les dépenses militaires sans donner l'impression de perdre, mais s'il signale une volonté de négocier pendant que l'Ukraine refuse ou pendant que l'Occident refuse, alors Poutine sera blâmé pour la poursuite de la guerre. Il aura abandonné l'avantage narratif du « nous sommes en train de gagner » sans obtenir le bénéfice d'une paix réelle. Il sera dans une position pire qu'avant. Voilà le choix. Aucune option n'est propre. Aucune option n'est sans coût. Et c'est pourquoi Poutine utilise maintenant le langage de la confusion. Il ne s'engage pas réellement en faveur de la paix. Il crée de l'ambiguïté afin de pouvoir se déplacer dans la direction que les circonstances l'obligeront à prendre. Mais les horloges ne tournent pas à la même vitesse. Et c'est ici que l'analyse devient décisive. L'horloge économique de la Russie tourne vite.
Au taux de dépense actuel, les réserves de change de la Russie atteindront un niveau critique d'épuisement d'ici 12 à 18 mois. Le pouvoir d'achat du rouble continuera de se détériorer. La tolérance de l'élite d'affaires envers l'accord avec Poutine continuera de s'éroder. L'arrestation de Yuri Kostyrenko est un signal que cette tolérance se brise déjà. Le prochain signal sera davantage d'arrestations, davantage de purges, davantage de fractures visibles dans le système russe. L'horloge militaire de l'Ukraine tourne aussi, mais dans une direction différente. La production militaire de l'Ukraine augmente. Son accès aux armes occidentales augmente. Son intégration technologique avec les systèmes de défense occidentaux, notamment grâce à des partenariats avec Palantir Technologies, s'accélère. Le ministre ukrainien de la Défense, Fedorov, a rencontré le président directeur général de Palantir, Alex Karp, à Kiev. Ensemble, ils ont développé un système d'analyse d'attaque aérienne utilisant l'intelligence artificielle pour le traitement des données de renseignement et la planification de frappes en profondeur. L'Ukraine a lancé Brave One, une salle de données où plus de 100 entreprises entraînent plus de 80 modèles d'intelligence artificielle pour la défense aérienne. Ce n'est pas un développement technique mineur. C'est l'Ukraine qui construit l'infrastructure technologique de la guerre de prochaine génération. L'asymétrie ici est d'une clarté brutale. L'horloge de la Russie s'épuise, celle de l'Ukraine monte en puissance. La Russie a besoin d'un règlement négocié avant que son économie ne casse. L'Ukraine peut se permettre d'attendre, parce que ses capacités augmentent. C'est pourquoi Poutine parle maintenant de paix, non pas parce qu'il veut la paix, mais parce que son horloge s'épuise et qu'il doit créer les conditions politiques d'un règlement avant que son système ne s'effondre. Mais la Russie n'est pas un acteur monolithique et comprendre les fractures internes est essentiel pour comprendre ce qui se passera ensuite. L'appareil de sécurité russe, le FSB, le GRU, les services de renseignement militaire a un intérêt direct dans la poursuite de la guerre. La guerre justifie leur budget, elle justifie leur pouvoir, elle justifie leur expansion. Ces institutions n'accepteront pas volontairement un règlement négocié qui réduirait leur pertinence. Les oligarques russes, en revanche, ont intérêt à mettre fin à la guerre. La guerre détruit leur capacité à faire des affaires à l'international. Elle les expose aux sanctions. Elle les force à choisir entre la loyauté envers Poutine et la préservation de leurs richesses. L'arrestation de Yuri Kostyrenko est un signal que Poutine est prêt à purger les oligarques qui rompent l'accord, mais les purges créent la peur. Et la peur crée l'instabilité. Les oligarques calculent maintenant, si le soutien continue à Poutine, vaut le risque. Le commandement militaire russe a un intérêt partagé. Certains commandants ont énormément profité de la guerre grâce à l'accès aux ressources, aux promotions et à l'expansion de leur pouvoir. D'autres ont subi des pertes catastrophiques en effectifs et en équipement. L'armée russe n'est pas un acteur unifié, c'est un ensemble d'intérêts concurrents. Le public russe a intérêt à mettre fin à la guerre, mais cet intérêt est géré par la propagande. Les médias d'État présentent la guerre comme une lutte nécessaire contre l'expansion de l'OTAN. Ils présentent les pertes russes comme des pertes acceptables dans un conflit civilisationnel. Ils présentent l'ennemi, l'Ukraine, comme fondamentalement malhonnête et corrompu. Mais cette propagande devient plus difficile à maintenir à mesure que les coûts économiques deviennent visibles. Le signal de paix de Poutine s'adresse à cet auditoire interne fracturé. Il tente de maintenir ensemble une coalition qui se désagrège. Il tente de rassurer les oligarques sans perdre le soutien de l'appareil de sécurité. Il tente de signaler de la souplesse au public sans paraître faible devant l'armée. C'est un équilibre extraordinairement difficile à maintenir. Et le fait qu'il tente de le faire suggère que la pression interne devient aiguë. Mais Poutine s'adresse aussi à l'Occident, même si ce n'est pas son public principal. Et le message est calculé pour exploiter les vulnérabilités occidentales. La Russie parie que l'Occident finira par se lasser de soutenir l'Ukraine. Elle parie que le scandale Yermak sera transformé en arme dans le discours politique occidental. Elle parie que des conservateurs américains demanderont pourquoi les États-Unis devraient soutenir un gouvernement ukrainien corrompu. Elle parie que les gouvernements européens feront face à une pression politique intérieure pour réduire l'aide militaire. Elle parie que le récit de la corruption ukrainienne finira par l'emporter sur le récit de l'agression russe. C'est un pari calculé. Mais c'est pas un pari insensé, parce que le scandale Yermak est réel, parce que la corruption en Ukraine est réelle, parce que la fatigue occidentale face à la guerre est réelle,
et parce que la propagande russe est extraordinairement efficace pour amplifier de vrais problèmes et les transformer en vulnérabilité stratégique. La question est de savoir si l'Occident tombera victime de ce piège, comme Paul Golby suggère qu'il l'a déjà fait par le passé, s'il permettra aux opérations d'information russes d'exploiter une corruption ukrainienne réelle de manière à miner le soutien à l'Ukraine, s'il permettra au parfait de devenir l'ennemi du bien et laissera l'existence d'une certaine corruption justifier le retrait du soutien à la résistance ukrainienne face à l'invasion russe. Avant ce moment, il était théorique qu'une grande puissance puisse être forcée à la table des négociations par un effondrement économique interne plutôt que par une défaite militaire. Il était théorique que les coûts d'une guerre régionale puissent devenir si lourds que même l'État le plus autoritaire subirait une pression pour y mettre fin. Il était théorique qu'une élite d'affaires puisse rompre avec un dirigeant autocratique parce que l'accord n'avait plus de sens économique. Après ce moment, ces choses deviennent des capacités démontrées. Elles ne sont pas théoriques, elles sont réelles et elles changent le calcul stratégique de chaque autre conflit potentiel. Si la Russie peut être poussée vers la négociation par la pression économique, alors la stratégie des sanctions économiques devient plus que symbolique. Elle devient un véritable instrument de coercition stratégique. Si l'élite d'affaires peut rompre avec un dirigeant autocratique, alors la stabilité interne des régimes autoritaires est moins assurée qu'elle ne le paraît. Si une guerre régionale peut détruire une économie, alors les calculs menant au déclenchement de telles guerres doivent changer. Mais cela signifie aussi que l'Occident doit maintenir la pression. Il ne peut pas retirer les sanctions. Il ne peut pas réduire son soutien à l'Ukraine. Il ne peut pas permettre aux opérations d'information russes de convaincre les publics occidentaux que la corruption ukrainienne justifie la fin du soutien à la résistance ukrainienne. Parce qu'au moment où l'Occident se retire, le pari de Poutine gagne. Au moment où l'Occident permet à la fatigue de l'emporter sur l'engagement, tout le calcul stratégique s'inverse. Voilà la leçon de ce moment. Non pas que la paix arrive, mais que la pression sur la Russie est réelle et qu'elle augmente. Que les discours de paix de Poutine sont une confession de faiblesse, pas une déclaration de force. Que l'horloge s'épuise pour le système russe, pas pour l'Ukraine, et que le prochain chapitre de cette histoire s'écrira avec le souvenir de ce moment, celui où un dirigeant autocratique a été forcé de signaler de la flexibilité parce que sa coalition interne se brisait comme prémisse fondatrice. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.